Bienvenue à tous. La gouvernance environnementale au Togo a son cadre juridique et les institutions qui veillent à son application. Dans ce numéro de votre émission Planète Idéale, nous allons évoquer l'évaluation environnementale et sociale, étape importante dans la réalisation des projets. Comment se déroule-t-elle au Togo? Notre invité nous en parlera. Je reçois pour vous Monsieur Kofi Efanam Adadji. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de gestion de l'environnement au Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un grand plaisir pour moi de m'offrir ce plateau pour m'exprimer à ce aimable public. Alors, monsieur le directeur, vous êtes à la tête d'une agence au cœur de la gouvernance environnementale, comme on l'a souligné. En quoi cette gouvernance environnementale doit-elle conditionner nos politiques de développement aujourd'hui? Aujourd'hui, disons que le développement s'incruste dans la gouvernance environnementale. Il ne peut pas avoir un développement si il ne se repose pas sur une gestion environnementale fiable, s'il n'est pas dans la logique du développement durable. Donc, et le Togo a pris conscience et repose son développement sur la gouvernance environnementale. C'est pourquoi l'agence même a été créée pour pouvoir être à l'intersection des administrations qui gèrent l'environnement et en interface entre le public et le privé pour que la gestion de l'environnement soit effective dans notre pays. Alors, nous allons nous intéresser à cette étape importante de la gouvernance environnementale, c'est l'évaluation environnementale et sociale. D'entrée, qu'est-ce que c'est? D'abord, pour vous définir l'évaluation environnementale et sociale, permettez-moi de vous faire un peu l'historique. Nous connaissons les 30 glorieuses, c'est-à-dire les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, ont boosté un développement, la reconstruction avec des projets. Ces projets, malheureusement, dans leur exécution, ne prennent pas en compte l'environnement et le social. Et vous allez voir qu'il y a eu des crimes, qu'il y a eu beaucoup de dégâts sur l'environnement et sur le social. Donc, ce qui a amené les mobilisations des citoyens, des mouvements écologiques, et qui a été même vers la création du Club de Rome. Le Club de Rome, plus de 36 scientifiques qui se sont levés pour dire non à cette gestion qui ne tient pas contre l'environnement. Et eux, ils prônent l'arrêt même de la croissance. Et en 1968, qu'ils ont créé le Club de Rome, donc, ont incité les gouvernements à prendre en compte l'environnement, ce qui a nécessité aux États-Unis la loi que nous appelons l'EPA, Environmental Protection Act. Et c'est dans l'EPA que les États-Unis, c'est-à-dire le Parlement des États-Unis ont créé ce que nous appelons l'étude d'impact environnemental et social. Qu'est-ce que c'est? C'est une procédure qui tend à évaluer les impacts positifs et négatifs d'un projet avant sa mise en œuvre. Donc, tout promoteur, tout citoyen qui veut mettre en œuvre un projet doit mener une étude. Et cette étude va tendre à identifier les enjeux, à identifier les impacts négatifs, les impacts positifs et aussi pour impliquer les populations et donner un outil de décision au gouvernement même avant que le projet ne soit mis en œuvre. Alors nous allons maintenant éplucher les composantes de cette évaluation environnementale. D'abord l'étude d'impact environnemental. Alors dans le cadre de la réalisation d'un projet, qu'est-ce qui la caractérise? Oui, comme je le disais, disons que l'étude d'impact connaît 3 étapes. La première étape, il y a un spécialiste qui fait un rapport de l'activité et après ce rapport de l'activité, il y a une contre-expertise qui se fait par les spécialistes du domaine, plusieurs spécialistes du domaine, et sort un rapport. Ce rapport
est soumis à un atelier national à tout citoyen, qui invite tous les citoyens ou bien d'autres spécialistes et même tous les riverains qui ne sont même pas spécialistes pour se pencher sur le rapport et voir quels sont les impacts qui peuvent lier à ce projet-là. Donc voilà, disons les grandes tendances dans lesquelles on fait l'étude d'impact environnemental et social. Et qu'en est-il de l'évaluation environnementale stratégique? Oui, disons l'évaluation environnementale, c'est un terme générique qui désigne l'étude d'impact environnemental et social, l'audit environnemental et l'évaluation environnementale stratégique. Lorsqu'il s'agit d'un projet, c'est-à-dire une action qui n'est pas encore mise en œuvre, lorsqu'on est à l'étape de projet, on parle d'étude d'impact environnemental et social. Lorsque le projet est mis en œuvre et qu'on a déjà des actions, on parle d'audit environnemental et social. On parle de l'évaluation environnementale stratégique lorsqu'il s'agit d'un programme, c'est-à-dire la taille est plus élevée, on ne connaît pas encore les sites, ou bien il s'agit d'une politique. Et dans ce cadre-là, on parle d'évaluation environnementale stratégique. Mais ce qui nous préoccupe d'abord, c'est l'étude d'impact environnemental et social. Justement, au niveau de cette évaluation environnementale et sociale, qui peut être soumis à cet exercice? Disons que tout projet de développement doit être soumis à cette étude-là. Et nous avons plusieurs étapes, à savoir lorsque un citoyen, un promoteur initie un projet, il fait une demande au ministre chargé de l'environnement et cette demande est accompagnée de ce que nous appelons un avis de projet, c'est-à-dire un descriptif sommaire qui accompagne et qui dépose ça au niveau du ministère. Cette demande nous est transmise et à notre niveau, nous étudions la demande et nous pouvons communiquer aux promoteurs que oui, voilà dans quelle catégorie se situe votre projet, voilà ce qu'on peut faire. Et on peut même dire que votre projet est exempt d'études d'impact environnemental, mais en ce moment-là, on peut te faire des prescriptions, de simples prescriptions qui vont t'accompagner dans la mise en œuvre de ton projet. Mais maintenant que ton projet doit subir l'évaluation environnementale et sociale, vous devez maintenant prendre un consultant agréé qui doit vous suivre. Et il y a plusieurs étapes qui nous conduisent jusqu'à l'élaboration du rapport, jusqu'à sa validation et jusqu'à la production même du certificat de conformité environnementale. Donc c'est compte tenu de la lourdeur et de la longueur de ce processus que nous demandons aujourd'hui sa dématérialisation. On va parler de cette dématérialisation, mais avant, on va parler des faits concrets. Quand vous voulez construire, par exemple, un immeuble, vous êtes assujetti à ce que nous appelons un permis de construire. Oui. Alors, dont le défaut entraîne ce que nous savons. À quel niveau de ce processus intervient l'évaluation environnementale? L'évaluation environnementale intervient de manière préalable. Le projet de construction doit d'abord subir l'étude d'impact environnemental et social jusqu'à sa fin, puisque vous devez avoir le cahier de charge. On doit vous identifier les impacts positifs et négatifs. Vous devez savoir tout ce qui peut gêner votre projet et avant d'aller au niveau de la mairie pour demander le permis de construire. Donc, c'est l'étude d'impact environnemental et social qui est le préalable à faire avant d'aller demander le permis de construire. C'est pourquoi même nos administrations travaillent de concert. Et donc, même l'évaluation dont on parle, c'est un comité ad hoc qui le fait. Et ce comité ad hoc concerne plusieurs personnalités, plusieurs scientifiques, plusieurs acteurs, y compris même ceux-là même qui peuvent donner, qui vont vous fournir le permis de construire à la fin. Donc, c'est ce comité ad hoc là qui va faire l'évaluation environnementale pour essayer de voir le cahier de charge que vous devez respecter avant votre construction.
Oui, alors y a-t-il des projets spécifiques pour la réalisation desquels l'évaluation environnementale est incontournable? Disons que tous les projets, sauf les projets domestiques, les petits projets qui ne nécessitent pas l'évaluation environnementale en tant que telle, tous les projets doivent être soumis à étude d'impact environnemental et social. Comme je le disais, c'est quelque chose d'important pour celui-là même, pour le promoteur même, pour qu'il ne fasse pas un projet qui le conduit à la perte, qu'il ne fasse pas un projet qui devienne un danger pour la société. Et ça intéresse aussi l'autorité, puisque c'est à la base de cette étude qu'il peut décider s'il va autoriser le projet ou pas. Et à la fin, le public doit non seulement être informé, mais être impliqué, totalement impliqué dans l'identification des enjeux. Et le public doit savoir qu'est-ce que je gagne dans ce projet, qu'est-ce qu'on me demande d'apporter à ce projet, comment je peux concourir à aider le promoteur pour que ce projet soit un projet qui ait des impacts positifs pour nous tous. Voilà, donc tous les projets sont nécessaires à vraiment soumettre à l'étude d'impact environnemental et social. Alors, dans chaque secteur, il y a ce qu'on appelle les brebis galeuses. Alors, lorsque la réalisation d'un projet ne passe pas par cette étape importante, comment est-ce que l'agence réagit pour faire rectifier le tir? J'ai dit tout de suite qu'un projet qui ne passe pas par évaluation environnementale, par étude d'impact environnemental et social, d'abord, le promoteur doit être sanctionné. Il y a des sanctions à des degrés divers pour le promoteur qui n'observe pas cette étude-là. Et nous pouvons aussi, à cette étape-là, procéder à l'audit. Puisqu'il a commencé déjà par mettre ce projet en œuvre, nous procédons à un audit. Et l'audit aussi est important. Même si un projet qui a fait l'objet d'études d'impact environnemental, après 4 ans, doit faire l'audit. Les activités qui sont mises en œuvre sur 4 ans doivent maintenant faire un audit environnemental. Et à travers cet audit, on lui donne encore un nouveau cahier de charge qu'il doit respecter. Il arrive qu'au cours des audits, qu'on trouve des corrections à faire, qu'on trouve des choses qui n'ont pas bien marché et qu'on propose aussi un plan d'atténuation. On propose, disons, un cahier de charges qu'il va désormais mettre en œuvre pour être recadré dans cette activité-là. Donc, disons que l'audit environnemental est très important aussi. Nous le faisons chaque 4 ans. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, au début, ceux qui n'ont pas fait étude d'impact doivent subir l'audit. Après bien une sanction. Alors justement, cet audit intervient et avec des recommandations. Et il faut quel délai pour qu'elle soit mise en œuvre avant que l'agence n'intervienne en cas de sanction s'il y a besoin? Lorsque on fait un audit à un promoteur ou bien à un projet qui est déjà en chose, donc nous donnons un délai. Il y a des mesures de court terme, des mesures de moyen terme et des mesures de long terme. Les mesures de court terme, au moins au plus 3 mois, vous devez les mettre. Vous faites d'abord un arrêt. Bon, il y a des entreprises auxquelles on avait dit dans les mesures de court terme, arrêtez de travailler parce que vous avez des fissures dans votre tuyauterie. Il arrive qu'ils s'entêtent et on a des drames. Donc, il y a des mesures de court terme que vous devez prendre d'abord dans les 3 mois avant de relancer l'activité. Et après ça, progressivement, vous mettez les autres mesures en œuvre. Alors, est-ce que toute cette procédure, pour le citoyen lambda, est-ce qu'elle n'est pas onéreuse? Je le disais dès le départ que c'est un processus long. Un processus très long. Si vous le permettez, lorsque vous déposez la demande au niveau du ministre, vous arrivez à notre niveau, on fait ce qu'on appelle le tri préliminaire pour savoir l'importance du projet.
après le tri préliminaire, on vous demande d'aller faire les termes de référence. Vous revenez avec les termes de référence. Vous prenez un consultant qui va vous aider. Le consultant va maintenant, avec ces termes de référence, venir à l'agence pour aller connaître le site du projet. Et déjà, après le site du projet, on va maintenant demander au consultant de fournir un rapport. Ce rapport-là prend du temps. Ça prend des papiers. Et on passe à la validation. La validation aussi prend du temps. Et ça prend des coûts. Donc, c'est, disons, un peu onéreux. Onéreux parce que, d'abord, le promoteur va prendre, disons, le consultant, ce qui n'est pas un peu aisé. Et nous, il y a un arrêté de tarification. L'État n'est pas aussi sévère en cette matière-là, mais quand même, c'est des coûts un peu partout. Donc, mais nous faisons en sorte que ces coûts-là ne découragent pas, disons, le citoyen. Et c'est pour cela, comme je venais de le dire, que nous essayons d'écourter les étapes et que nous essayons aujourd'hui avec l'appui de la cellule de climat pour numériser ces étapes-là, pour faire en sorte que l'étape soit raccourcie, qu'il n'y ait plus de paperasse, qu'il n'y ait plus trop de dépenses à faire pour que cette activité-là ne soit pas trop pesante sur les promoteurs. La dématérialisation de l'évaluation environnementale et sociale. Monsieur Adadji, nous allons parler en seconde partie de cette émission, mais pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.